Bonjour et bienvenue à Strasbourg, au cœur du Parlement européen, pour cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Quel est le bon rythme scolaire pour les petits Européens? La réforme est en cours en France. Reportage en Bavière où l'on fait la classe le matin, comme le veut la tradition allemande. Mais d'abord, l'actualité. L'affaire Cahuzac a remis la question des paradis fiscaux au cœur du débat européen. Alors, à quand la fin du secret bancaire? C'est la question de la semaine. On l'avait presque oublié, ce dossier. Le secret bancaire, ce sacro-saint secret bancaire. Il faut dire que ces cachotteries sont bien gardées au sein de l'Union. Comment? Il y a de l'évasion fiscale dans l'Europe? Quoi? Il existe des paradis fiscaux sur le continent, vous plaisantez? Eh non. Chypre, Luxembourg, l'Autriche, les îles de Jersey, de Guernesey. Et la Suisse? Depuis les rebondissements de l'affaire Cahuzac, les ministres de l'économie de l'Union tentent de convaincre ces mauvais élèves de mettre à disposition les informations bancaires de leurs clients. Pas simple. Si le Luxembourg a fait un pas, l'Autriche freine toujours. Mais même les États-Unis ont fait plier les banques et mis en place un système de mesures qui permet de lutter contre l'exil. Mais pourtant, en 2009, Nicolas Sarkozy avait aboli les paradis fiscaux, non? Alors, c'est pour quand cette fin du secret bancaire? Et nous voilà de retour au Parlement européen à Strasbourg. Alors, quand la fin du secret bancaire? C'est un petit peu le serpent de mer dont on entend parler depuis des années. Pour en parler, Yannick Jadot nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député européen, membre du groupe des Verts et surtout vice-président de la commission commerce international. Alors finalement, on nous l'avait promis avec Sarkozy en 2009. Promis, c'est la fin des paradis fiscaux, du secret bancaire. On nous la rejoue encore une fois aujourd'hui avec François Hollande. Est-ce que vous le croyez cette fois, le président de la République? Je crois surtout que les conditions ont changé. C'est vrai que ce sont des promesses qui sont mises à chaque fois qu'il y a un scandale, on raconte ça aux citoyens du monde entier et finalement on ne fait pas grand-chose. Mais là, c'est vrai que les conditions ont changé. Il y a une nécessité économique. Les États sont totalement essorés financièrement, donc les États ont besoin de recettes fiscales et la crise sociale, la crise économique fait que le consentement à l'impôt est de plus en plus faible, donc l'évasion fiscale, la fraude fiscale sont beaucoup moins tolérées qu'avant. Oui, on a besoin des recettes. 16 à 25 milliards de capitaux placés à l'étranger qui échappent complètement aux États. Sur la France, on est même jusqu'à 40-50 milliards, selon les estimations. Et au niveau européen, on est à 1000 milliards. Donc c'est considérable la perte en recettes fiscales liée à la fraude fiscale comme à l'optimisation fiscale. Le deuxième élément, c'est évidemment l'élément politique. L'affaire Cahuzac fait monter le populisme en France, comme d'autres affaires dans d'autres pays européens. Et il y a nécessité d'apporter des règles et de dire que finalement, même les plus riches doivent répondre à la règle commune. Et puis, dernier élément, qui est peut-être finalement le plus important, c'est que les États-Unis ont fait la démonstration qu'on peut exiger de paradis fiscaux, là où il y a le secret bancaire qui est entretenu, on peut exiger les informations pour l'administration fiscale. Et à partir du moment où les États-Unis sont en train d'obtenir du Luxembourg, de la Suisse et d'autres pays européens ou non européens les informations fiscales, la fin de l'opacité bancaire, et bien évidemment, les pays européens n'ont plus qu'à s'aligner, à suivre le chemin ouvert par les États-Unis et à dire au Luxembourg, à l'Autriche ou à la Suisse, vous le faites avec les États-Unis, donc vous devez le faire avec nous. Vous parlez de la loi FATCA qui a été votée aux États-Unis, effectivement. Donc ça oblige en fait les pays étrangers et les banques à donner les informations bancaires des ressortissants américains. Mais on voit bien qu'en Europe, là, il y a eu un ECOFIN, donc un conseil des ministres des Finances européens, que l'Autriche bloque et tout le monde pointe la City, enfin l'Angleterre, avec les îles de Jersey, de Guernesey. Finalement, on a déjà des paradis fiscaux dans l'Europe. Est-ce qu'on ne devrait pas nettoyer notre linge sale en famille avant d'aller pointer le doigt sur les étrangers ? C'est évident. C'est évident que la mission première des Européens aujourd'hui, c'est de balayer devant leurs portes. Chypre est un paradis fiscal, par exemple. Chypre est un paradis fiscal. Monaco. On sait qu'on a certains territoires, notamment dans les Antilles ou ailleurs, qui servent de paradis fiscaux, qui servent à l'évasion fiscale. Et évidemment, l'ensemble des pays européens est concerné. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu aussi une fenêtre aussi ouverte
en termes de modification des réglementations. On voit bien qu'au Parlement européen, on a voté sur les bonus des banquiers, on vote de plus en plus sur les échanges d'informations. Ce qu'il faut, c'est que le cadre qu'on va poser, qui doit porter la fin des paradis fiscaux, c'est un cadre qui doit aller jusqu'au bout du processus. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit, pardon, c'est ce qu'on avait dit en 2009 avec Nicolas Sarkozy, via le G8, via le G20. Oui, mais on nous avait promis... On n'avait pas eu FACTA, on n'avait pas eu la démonstration qu'il suffit de volonté politique pour y arriver. Et que maintenant, l'égalité de traitement, d'une certaine façon, au niveau des États, fait que la France peut demander au Luxembourg la même chose que lui demandent les États-Unis. Alors le Luxembourg a accepté. En revanche, là où il faut vraiment travailler sérieusement, c'est qu'il ne suffit pas simplement de savoir quels sont les comptes d'épargne de personnes physiques placées dans ces banques. On sait bien que tout le jeu des paradis fiscaux, c'est d'orchestrer des sociétés écrans, des trusts, des fondations, des sociétés où on ne sait plus qui bénéficie de ces paradis fiscaux. Il y a eu un reportage dans un hebdomadaire français cette semaine qui montrait à combien Tapi était devenu maître dans le montage de sociétés écrans. Donc il faut absolument que cette transparence se fasse à la fois sur l'ensemble des produits financiers qui sont placés dans des comptes à l'étranger, et puis que ça ne touche pas simplement les personnes physiques, mais évidemment aussi les personnes morales, toutes ces sociétés écrans qui forment le trou noir aujourd'hui de la finance internationale. Oui, et qui payent 3% d'impôts contre 33 un tiers pour les PME et qui n'ont pas les moyens de... C'est d'ailleurs un élément aussi qui fait bouger le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, on le sait, c'est spécialisé dans la finance et la financiarisation de l'économie, puisqu'ils ont tué leur industrie, ils ont tué leur agriculture, donc ils ont toujours eu besoin de faire du dumping fiscal pour attirer les sociétés chez eux. Mais en même temps, ils s'aperçoivent que des grands groupes multinationaux qui sont placés à Londres ne payent quasiment pas d'impôts chez eux. Donc au finish, le fait d'attirer des sociétés ne se traduit pas forcément par des recettes fiscales supplémentaires, puisque comme vous le dites, en France, les grands groupes multinationaux, notamment ceux du CAC 40, payent à peu près 8% d'impôts, alors que les petites et moyennes entreprises, c'est plutôt 30-33%. Et en Grande-Bretagne, c'est encore moins. Et ça, c'est, j'allais dire, le deuxième grand chantier à côté de celui des paradis fiscaux, c'est toute l'évasion fiscale légale. Tous ces Depardieu, ou toutes ces sociétés anonymes, ces sociétés privées qui quittent un territoire pour aller sur un autre territoire européen parce qu'il y a du dumping fiscal. Comment vous les faites revenir? Est-ce qu'il faut voter aujourd'hui une amnistie pour faire revenir ces capitaux? Parce qu'après tout, ils se sont cachés, ils se disent on va prendre 60% d'imposition sur ce qu'on aura rapatrié. Est-ce qu'il faut voter aujourd'hui une amnistie fiscale pour permettre de rapatrier ces capitaux? Je ne crois pas à l'amnistie fiscale. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que l'Europe n'ait pas de politique fiscale commune fait que ceux qui peuvent bouger, les acteurs les plus mobiles, que ce soit les grandes sociétés ou les plus hauts revenus, ils s'expatrient en Belgique, ils s'expatrient en Irlande, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou ailleurs. Donc je ne pense pas qu'ils aient aujourd'hui une telle citoyenneté ou un tel sentiment de citoyenneté qui vont dire « Oh là là, j'ai pas bien fait, j'ai fait. Voilà, on a tous sa part d'ombre, ma faute morale, j'irai faire une confession à la télé. » Paraphraser M. Cahuzac. Voilà, je ferai une confession à la télé et tout ira bien. Non, ce qu'il faut, et ça c'est la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement européens, c'est d'aller vers l'harmonisation fiscale européenne pour éviter ce dumping, cette course au moins-disant fiscal qui tue nos dépenses en matière d'école, en matière de santé, en matière d'investissement. Et c'est pour ça que nous proposons, les écologistes, un taux harmonisé minimum de 25% sur les sociétés, après aux différents États d'en rajouter s'ils veulent, mais au moins 25%, comme ça on arrête cette course à l'échalote sur le dumping fiscal qui tue nos démocraties aujourd'hui. Un autre dossier donc qu'on suivra bien entendu. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été parmi nous. Vous l'avez dit, le grand dossier qui nous a occupé ces derniers temps, c'est Cahuzac, et notamment la question de la transparence, puisque la plupart des ministres, enfin les ministres français en fait, avant peut-être les députés, ont déclaré leur patrimoine, et cela bien entendu a fait causer nos voisins européens. Un petit tour des télévisions étrangères, c'est avec Aurélie Dafas. Transparence et moralisation.
2 maîtres mots pour un grand déballage au gouvernement. Le patrimoine des ministres français fait la une des télévisions européennes. Jean-Marc Ayrault affiche 1,5 million de patrimoine. Autre riche du gouvernement, Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées avec 5 400 000 euros. Et Marisol Touraine, ministre aux Affaires sociales avec 1 400 000 euros. Les plus pauvres sont la ministre de l'Environnement Cécile Duflot avec une maison dans les Landes, une Twingo et une 4L. Puis la ministre de la Culture Aurélie Filippetti avec un appartement de 70 mètres carrés à Paris. Un étalage de richesse bien obligé pour redresser la cote de François Hollande, selon ce journaliste britannique. Le modèle de modestie prôné par François Hollande avant l'élection présidentielle, cette idée d'une société plus juste a été mise à mal par les mensonges et les excès de son ministre du Budget. La cote de popularité du président était déjà basse, elle est désormais catastrophique. En Belgique, les élus déclarent déjà leur patrimoine, mais ils ne le rendent pas public. Alors, le scandale français amène les médias à poser la question, faut-il aller plus loin ? Imposer à tout le monde de rendre cela public, pourquoi ? À moins de le faire alors pour l'ensemble des citoyens, les joueurs de football, les artistes, tous les citoyens alors. Mais là, vous avez l'administration fiscale, le contrôle des revenus. Il y a dans cette lettre qui est déposée auprès de la Cour des comptes des éléments qui ont trait à la vie privée. Et c'est justement un journaliste belge qui nous a rejoint pour évoquer cette question de la transparence en France. Maroun Labaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc journaliste au Soir, un quotidien de référence en Belgique. Comment est-ce que vous voyez en fait ce grand débat qu'on a en France sur cette question de la transparence? Est-ce que pour vous c'est une démocratie paparazzi? Écoutez, nous on voit ça surtout, je crois qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire François Hollande était en très très mauvaise posture politique, il devait trouver quelque chose dans la précipitation et voilà, donc c'est une opération de com. Ça reste de la communication selon vous, il n'y a pas de... Oui, non, je crois qu'il faut voilà. Bon, non, poser la question de la transparence, c'est évidemment légitime. Mais ça s'est fait quand même dans une extraordinaire précipitation. Donc je veux dire, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup réfléchi sur toutes les implications. Voilà. Donc on fait quelque chose qui est de nature à calmer un peu l'opinion publique. Voilà. Alors après, on peut débattre évidemment du bien fondé, de jusqu'où on va, etc. Bon, mais au fond, c'est une opération de communication politique et ça nous intéresse beaucoup parce qu'en Belgique, nous suivons de très près la politique française. Alors justement, en Belgique, comment ça se passe? Vous aussi, vos élus déclarent en fait leur patrimoine? Oui, ils déclarent. C'est-à-dire que ce qui est public, ce sont tous les mandats dont ils disposent. Donc rémunérés ou pas, ça doit être mis à jour tous les ans et c'est public et donc tous les élus à tous les niveaux sont tenus de le faire. Donc c'est leur salaire qui est déclaré finalement? Oui, c'est leur rémunération. Leur rémunération dans les conseils d'administration, dans les intercommunales, enfin dans toutes sortes de structures. Mais leur patrimoine n'est pas rendu public? Alors non, le patrimoine est déclaré, mais ça se fait sous scellé et donc c'est déposé à la Cour des comptes. En cas de problème, si un juge d'instruction veut y avoir accès, il va regarder et puis voilà. Mais cela dit, ça ne s'est jamais passé. Donc, voilà. Donc, vous avez une classe politique exemplaire. Bon, en tout cas, ceux qui trichent le font bien. Et voilà. Mais disons, aussi, il faut réfléchir à cet aspect des choses. C'est-à-dire, on a beau demander la transparence et publier ceci, publier cela, celui qui triche et qui a une société offshore, il ne va pas mettre dans sa petite enveloppe scellée, j'ai une société offshore. Hein. Donc voilà. Bon. Là, effectivement, c'est du déclaratif. Donc si vous voulez continuer de cacher que vous avez un compte en Suisse ou à Singapour... Rien de... Voilà. Mais est-ce qu'on doit aller vers plus de transparence? Certains en France disent que c'est une démocratie paparazzi, qu'il y a une forme de voyeurisme. On voit pourtant que chez nos voisins d'Europe du Nord, en Suède, en Finlande, ça pose absolument pas de problème. Est-ce qu'on doit tendre vers ça? Écoutez, moi, a priori, je dirais que la vie privée, c'est quelque chose de sacré. Et ça vaut pour vous, pour moi, pour tout un chacun, et aussi pour le personnel politique. Donc, c'est une première chose. Donc je crois qu'il faut manier tout ça avec une extrême prudence. Ensuite, je n'aime pas beaucoup qu'on stigmatise la classe politique. Or, dans cette démarche, il y a quelque chose d'un peu malsain. Et puis, j'aime pas beaucoup, même si je n'en fais pas partie malheureusement, qu'on stigmatise les riches. Je trouve que c'est idiot. Enfin, parce que
Voilà, vous avez bien vu comment tout le monde a réagi en regardant la liste des ministres. Et tout le temps a été regardé ceux les plus riches. Et alors quoi, comment ça se fait que... Enfin, je veux dire, voilà, je trouve que, évidemment, que le personnel politique doit être irréprochable. Mais on doit faire attention... À ne pas entretenir les populismes. Voilà, voilà, parce que c'est ça, au fond. Hein. Merci Maroun Labaki d'avoir analysé pour nous ce qui se passe chez vos voisins français. Nous, on continue notre petit tour d'Europe. Vous savez qu'en France, en ce moment, nous mettons en place une réforme des rythmes scolaires pour passer à 4 jours et demi. Et notre modèle, semble-t-il, c'est le modèle allemand. Alors nous avons été en Bavière pour essayer de voir comment l'école allemande fonctionne. C'est un reportage de Mélanie Bontemps et de Paul Bouffard. Très tôt le matin, c'est un ballet d'écoliers qui s'active. En Bavière, comme dans le reste du pays, début de journée à 7h40 pour les petits Allemands. Michael Kraus est instituteur dans le village de Kassel. Ici, comme le veut la tradition allemande, la classe est donnée le matin. Ils débutent leur journée avec des petits jeux d'informatique. Alors ici, on commence le matin à 7h40, les cours durent environ 45 minutes. Il y a 2 pauses, une première de 20 minutes à 9h10, puis une seconde un peu plus tard. Les cours finissent normalement aux alentours de 12h40. C'est ce système qui est aujourd'hui la source d'inspiration du gouvernement français dans sa réforme des rythmes scolaires. En Allemagne, les élèves ont en moyenne 193 jours d'école par an, contre 140 en France. Moins de vacances, mais un rythme plus souple, avec moins d'heures de classe, seulement 5 par jour. Au final, c'est moins de fatigue pour les écoliers. Oui, je pense que, bien sûr, quand on doit rester à l'école jusqu'à midi et qu'ensuite on retourne dans son environnement familial, on est peut-être moins fatigué que si l'on reste à l'école jusqu'à 16h. À l'école, on ne peut jamais vraiment se décontracter. À Kassel et dans la plupart des écoles d'Allemagne, on compte en moyenne 21 élèves par classe. Lucas, 9 ans, est en dernière année de primaire. D'abord, on a allemand, ensuite cours de maths. Moi, après l'école, je rentre à la maison et aujourd'hui, j'ai match de foot. L'après-midi, je préfère être dehors et jouer avec mes amis. Autre classe, ici, c'est cours d'orthographe avec Renate Kraus, institutrice depuis 17 ans à Kassel. En tant que professeur, l'après-midi, je peux travailler, corriger et préparer mes cours pour les prochains jours. À 13h, les jeunes Allemands filent à la garderie. D'autres vont en cours de musique ou encore au sport. Autre différence de taille avec la France, le salaire des professeurs. Ici, à Munich, en Bavière, un jeune instituteur commence avec 2200 € net par mois, 1600 pour un Français. Le système éducatif est financé par les Länder, c'est-à-dire les régions politiques qui ont le statut d'État en Allemagne. La participation à l'échelon national est très faible. Comme tous les matins, Axel Brunage prépare les enfants. Une nouvelle journée d'école pour Shirin et Noam. Le papa est français, il vit en Allemagne depuis 15 ans. Ses enfants sont nés et scolarisés ici à Munich, alors il peut comparer. Ça leur laisse beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour faire leurs devoirs ou pour simplement aller à la bibliothèque ou pour avoir la possibilité d'apprendre par d'autres moyens simplement que par l'école. Noam, tu fini de manger ou pas? La question c'est qu'est-ce qu'on fait des enfants l'après-midi? Effectivement, quand les enfants n'ont pas d'école, il faut les occuper. Comme on travaille tous les deux avec ma femme, on a eu de la chance, on a réussi à avoir une place pour les deux. Mais il y a beaucoup de gens effectivement qui sont obligés finalement de travailler en mi-temps ou de ne pas travailler pour pouvoir s'occuper de leurs enfants l'après-midi. En Allemagne, la tradition est tenace, et particulièrement dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, où la maman reste à la maison pour élever ses enfants. Dans plus de 50% des couples avec un enfant de moins de 6 ans, seul l'homme travaille. Donc, pas facile de gérer un emploi du temps avec ce rythme scolaire. Il y a justement beaucoup de gens qui demandent des places en garderie et pour l'instant, il n'y a pas les infrastructures pour ça. Un modèle jalousé par toute l'Europe qui se remet aujourd'hui en question. Le système s'essouffle devant les inégalités sociales. Du coup, pourquoi pas une école à temps plein?
C'est nécessaire pour deux raisons. Tout d'abord, c'est une possibilité pédagogique. On dispose de plus en plus de temps pour l'enseignement. D'un autre côté, il y a tout simplement la réalité sociale. De plus en plus de familles ont besoin de cette possibilité de laisser leurs enfants à l'école toute la journée. Le nombre de femmes actives augmente de plus en plus. Et je pense que c'est une question d'emploi du temps. La journée complète à l'école est une conséquence du développement du travail des femmes. Aujourd'hui, les pédagogues allemands restent satisfaits. Mais pour continuer à garantir à la fois une bonne éducation et l'emploi des femmes, l'Allemagne doit remettre en cause ses vieilles traditions. Depuis 2004, plus de 4 milliards d'euros ont été investis pour permettre à un tiers des écoles primaires d'offrir une journée de classe à temps plein. C'était un reportage de Paul Bouffard tourné dans une école de Bavière. Nous sommes toujours au cœur du Parlement européen à Strasbourg et notre invité nous a rejoint. Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être là. Vous êtes député européen, ancien président de Radio France et vous êtes notamment membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement européen. À voir ce reportage, on a l'impression que tout va plutôt bien, notamment dans la petite ville allemande de Castres. La classe, le matin, comme la pratique l'Allemagne. Est-ce que pour vous, c'est le modèle à suivre en Europe? En tout cas, c'est l'orientation qu'il faut prendre. Il y a plusieurs choses d'ailleurs qu'il faut dire. Tout ce qui peut concourir à alléger une journée, mais à allonger le nombre de journées d'école, est une bonne chose. La France était, avant la réforme Peillon, dans une moyenne de 144 jours. Après la réforme, je crois que ce sera à peu près 180. 180, c'est une moyenne européenne. C'est 10 jours de moins que la Finlande et c'est 30 jours de moins que le pays où il y a le plus d'écoles dans une année, qui est le Danemark. Mais en gros, 180 jours, c'est une bonne moyenne. Ce qui permet quoi? De mieux étaler les cours, de faire en sorte que les enfants ne soient pas abrutis de fatigue et puis ensuite perdus dans des vacances interminables, parce qu'il faudra bien s'attaquer au deuxième volet qui est la durée des vacances. Je crois comprendre que c'est dans la tête de Vincent Peillon. Je pense que dans ce domaine-là, il n'a pas que des amis, mais l'intérêt général passe par-dessus, au-dessus de l'intérêt du tourisme. Et puis, dans cet État jacobin, il faut apprendre à faire ce que l'Allemagne fait, c'est-à-dire désarticuler en autorité régionale la prise de décision des vacances, par exemple. L'éducation nationale, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être en vacances partout en même temps. C'est d'ailleurs pas le cas en France, hein, mais sauf l'été. Est-ce que ces vacances, c'est une spécificité française? Parce que quand on regarde les chiffres, 12 semaines de vacances en Espagne, en Italie, 6 semaines seulement pour les écoliers aux Pays-Bas, en Allemagne. Est-ce qu'on travaille plus au nord qu'au sud de l'Europe? Oui, bien évidemment. Oui, bien sûr. C'est une réalité, ça. On travaille, il y a une relation. L'Espagne, l'Italie et la France sont des pays, disons, un peu gorgés de soleil. Alors, le tourisme a pris le pas et on a élargi petit à petit les vacances. Je ne voudrais pas faire un rappel, mais quand moi j'étais enfant, les vacances c'était après le 14 juillet et l'école reprenait fin août ou au maximum début septembre. Donc c'était un mois et demi. C'était déjà très bien, franchement. Et donc, il y a un deuxième point, c'est les vacances d'été. Il y a un troisième point qu'il faudra un jour atteindre, sérieusement, c'est celui, je dirais, de l'équilibre d'une journée. Aller davantage vers ce que font les Allemands, c'est-à-dire davantage de sport, de loisirs, de divertissement, de travaux pratiques et d'accompagnement. Les gosses, ils ont besoin d'avoir un bon enseignement et ils ont besoin d'avoir aussi de quoi s'épanouir, de la liberté, du sport. Pour soutenir l'attention des très jeunes, il faut alterner les activités sur une journée, il ne faut pas avoir oui, naturellement, tout le monde sait ça, toutes les mamans et tous les papas savent ça, c'est qu'on ne peut pas donner 8 heures de cours en continu à des bébés, à des petits-enfants, ça ne tient pas debout. Hein. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire, une bonne réforme devrait aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire améliorer le salaire des enseignants de base. Il faut le dire, vous avez vu dans votre reportage, l'Allemagne, il y a quand même 600 € de différence pour un instituteur équivalent. Mais bien entendu que c'est important, bien entendu. On évite la paupérisation d'un métier, puis ce sont des métiers qui, contrairement à ce qui se dit, bien sûr il y a beaucoup de vacances. Mais aussi dans une journée, c'est dur, il y a beaucoup de fatigue. Et puis quand vous rentrez chez vous, vous avez aussi vos enfants. Ça n'a pas été bien pensé, tout ça. Et puis petit à petit, on a calomnié l'éducation comme une sorte de périmètre de privilégié. Tout ça est absolument absurde. Il faut que le gouvernement ait le sens de l'intérêt général et brise cette affaire des vacances et cette affaire des salaires progressivement. Parce que je sais bien que les finances publiques n'ont pas les moyens d'être très prodigues en matière de financement. Alors, on dit que l'Allemagne est souvent citée en exemple. En même temps, la classe le matin est un peu remis en cause puisque se développent en Allemagne des activités l'après-midi. Est-ce qu'il faut, en raison notamment de l'adaptation nécessaire au travail des femmes, est-ce qu'il faut adapter les rythmes scolaires
à l'évolution de la réalité sociale et notamment au travail des femmes? J'ai tendance à dire que le travail des femmes pose un problème comme autrefois le travail des enfants dans les fermes des agriculteurs, avant les années 60, hein, où les fermes qui n'avaient pas d'argent avaient besoin de bras, c'était les enfants. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais tout gamin, élevé dans une ferme des Vosges, j'ai participé aux travaux de la ferme. Et je pense qu'il faut quand même, dans la République de Jules Ferry, dire une chose très claire. L'éducation des enfants, l'instruction et l'éducation des enfants passent avant toute autre considération sociale ou économique. Il faut dire cette chose. C'est d'abord l'intérêt de l'enfant. D'abord l'intérêt de les l'enfant. considérations sociales. Après, on verra le reste. Et pour vous, l'école de Jules Ferry a vécu aujourd'hui ou... Quelle est sa première mission finalement? Faire en sorte, non seulement elle n'a pas vécu, mais il faudra pratiquement rappeler les principes. Il y a des familles où les enfants ne vont pas à l'école. Il y a des familles où les enfants vont à l'école, mais traversent ça et sortent en très mauvais état. Savent à peine lire, savent à peine compter, enfin bref. Et donc la mission de l'école de Jules Ferry a à nouveau beaucoup de sens et il faut s'armer pour qu'elle soit efficace auprès de ces enfants déclassés socialement, qui n'auront jamais de destin social intéressant et qui, pour une partie d'entre eux, d'ailleurs, on le voit bien, font des délinquants. Par conséquent, c'est vraiment redevenu très important. Très, très important. Et le modèle éducatif européen, il va plutôt bien? Le modèle éducatif européen ne se porte pas mal, oui, franchement. En même temps, quand on rentre dans les couches supérieures, c'est-à-dire, je pense notamment à l'enseignement supérieur, ce modèle doit tendre à se rapprocher de la réalité de la société, c'est-à-dire de l'économie de l'emploi, ou aussi de savoir garder ses chercheurs et ses jeunes. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de jeunes quittent l'Europe pour aller, au mieux, ils restent en Europe, en Grande-Bretagne, mais pour aller surtout dans d'autres continents, parce qu'ils trouvent que l'Europe a beaucoup vieilli. Il faut que l'Europe se reprenne en main, y compris dans le système éducatif. Est-ce qu'il faut développer l'apprentissage? Il faut développer l'apprentissage en parallèle avec le même degré de gradation que les études intellectuelles, entre guillemets, bien entendu. C'est très important, ça. Est-ce que, pour vous, actuellement, le système français est inégalitaire? Je n'aime pas faire des chapelles et théoriser, mais vous savez, dans l'éducation, il est toujours plus facile pour les familles aisées de soutenir les efforts des enfants que pour les familles. Voilà, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, moi, j'ai vécu dans un système n'ayant pas de famille du tout, où la bourse d'État a joué le rôle du soutien économique familial. Je ne sais pas si c'est encore, il y en a beaucoup encore de bourses, hein. Je ne sais pas si c'est toujours aussi efficace, parce qu'une bourse, c'est pas suffisant. Il faut un éducateur référent qui vous soutienne, il faut une personne, il faut un professeur, il faut un instituteur. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça fonctionne. Je me méfie quand même des schémas généraux. Eh bien, merci Jean-Marie Cavada d'avoir été l'invité d'Europe Hebdo. On vous laisse retourner dans l'hémicycle où je vais voter. Où vous allez voter, c'est bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles avec François Baudonnet pour une autre émission d'Europe Hebdo. Très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Merci à vous.